Reine du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth, Élisabeth II est la mère de 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. Connue pour son flegme légendaire, la souveraine n'a jamais été une mère très démonstrative ou affectueuse, ce qui n'a surpris personne. Lorsque son père, le roi George VI, meurt prématurément à l'âge de 56 ans, Élisabeth est propulsée sur le trône bien plus tôt que prévu. Au lieu de profiter de plusieurs années pour élever ses enfants loin des projecteurs, elle doit aussitôt endosser la lourde charge de la couronne et toutes les responsabilités qu'elle implique. Durant des décennies, Élisabeth s'est concentrée sur son rôle de reine, parfois au détriment de son rôle de mère. Un exemple marquant, à leur retour d'une tournée de 6 mois dans le Commonwealth, elle et le prince Philippe saluent Charles et Anne âgés de seulement 5 et 3 ans, non pas avec des câlins, mais avec une poignée de main formelle. Charles et Anne sont confiés aux bons soins des nourrices. Ils ne voient leurs parents que brièvement, après le petit déjeuner ou à l'heure du thé. Le devoir royal, combiné à des rumeurs d'infidélité, met aussi à rude épreuve le mariage du couple. Mais 8 ans après son accession au trône et 10 ans après la naissance d'Anne, Élisabeth et Philippe ravivent la flamme. De cet amour retrouvé naîtront 2 nouveaux enfants, Andrew et Edward. À ce moment-là, la reine est plus expérimentée, plus détendue, et sa relation avec ses 2 plus jeunes fils s'en ressent positivement. Elle confie même « Quel bonheur d'avoir à nouveau un bébé à la maison ». Elle accorde une soirée de repos hebdomadaire à la nourrice et s'occupe elle-même de ses fils. En grandissant, les enfants royaux doivent faire face à un autre défi, l'attention grandissante des médias. La télévision et la presse à scandale exigent un accès sans précédent à l'intimité de la famille royale. L'aura mystérieuse de la monarchie commence à se fissurer, et les enfants de la reine deviennent, bien malgré eux, les personnages principaux d'un soap-opéra bien réel. On attend d'eux qu'ils soient à la fois inspirants et accessibles, des modèles de la famille idéale. Un idéal bien difficile à atteindre, surtout quand divorce et scandale s'invitent dans le tableau. Voyons maintenant plus en détail la vie des 4 enfants d'Élisabeth II, en commençant par l'aîné, Charles, prince de Galles. Charles naît au palais de Buckingham le 14 novembre 1948. Alors qu'il est encore bébé, son père, engagé dans la Royal Navy, est muté à Malte. Sa mère le rejoint, laissant Charles entre les mains de ses grands-parents et des nourrices royales. À seulement 3 ans, il perd son grand-père, George VI, emporté par un cancer des poumons. Il assiste à l'avènement de sa mère, désormais reine Élisabeth II. Charles devient alors l'héritier du trône, ainsi que duc de Cornouailles, duc de Rothesay, comte de Carrick, baron de Renfrew, seigneur des Îles et prince et grand sénéchal d'Écosse. Le duché de Cornouailles, fondé en 1337 pour garantir un revenu à l'aîné du souverain régnant, est aujourd'hui estimé à 1,25 milliard de dollars. Enfant, Charles est sensible, sérieux, avide d'attention, une affection que ses parents ne savent pas vraiment lui offrir. À l'âge de 4 ans, la reine tente de créer un lien autour de sa passion, l'équitation, mais les chevaux l'impressionnent trop. Devant sa peur, Élisabeth abandonne l'idée. Traditionnellement, les enfants royaux reçoivent leur éducation à domicile, mais pour Charles, on souhaite une ouverture sur le monde extérieur. À 8 ans, il est donc envoyé dans une école prestigieuse avec d'autres enfants. Le prince Philippe, craignant que son fils devienne un homme faible, décide de l'envoyer dans son ancien internat, Gordonstoun, au nord-est de l'Écosse. Une école réputée pour son exigence, ses conditions quasi spartiates et son approche de l'éducation par l'épreuve, tant physique qu'intellectuelle. Mais le jeune prince y est isolé. Les autres élèves n'osent pas l'intimider directement, mais ceux qui tentent de devenir ses amis sont harcelés à leur tour. Résultat, Charles est seul, mis à l'écart et profondément affecté. Par la suite, il fut décidé que le futur roi, qui n'avait rien d'un grand académicien, intégrerait Trinity College à Cambridge, où il étudia l'anthropologie, l'archéologie et l'histoire. Charles a toujours mal vécu le manque de choix dans sa vie. Même ses amis étaient choisis à l'avance pour lui. Il passe un semestre à l'étranger en Australie, puis un autre au pays de Galles, où il apprend les bases de la langue galloise avant sa célèbre investiture télévisée en tant que prince de Galles, un titre réservé aux héritiers du trône depuis Édouard II au XIIIe siècle. Il devient alors le tout premier héritier à obtenir un diplôme universitaire. Il suit ensuite une voie plus traditionnelle en rejoignant la Royal Navy.
Dans sa jeunesse, la famille de Charles l'encourage à semer sa zizanie amoureuse, comme le veut l'expression, mais lorsqu'il s'agit de se poser, on attend de lui qu'il épouse une vierge aristocratique, soigneusement sélectionnée par ses parents. Son oncle et mentor, Lord Louis Mountbatten, le pousse vers sa cousine Amanda Knatchbull. Mais lorsque Mountbatten est assassiné par l'IRA, Amanda devient réticente à l'idée d'intégrer la famille royale et décline la demande en mariage de Charles. Lors d'une visite à Washington, le président américain Richard Nixon tente de marier sa fille Tricia au prince, mais Charles n'est pas intéressé. En réalité, son cœur appartient à une autre, Camilla Champ. Elle cherche alors une distraction, tandis que son petit ami Andrew Parker Bowles entretient une liaison avec la princesse Anne. Charles tombe éperdument amoureux de la vive et enjouée Camilla, qui se présente à lui comme l'arrière-petite-fille d'Alice Keppel, maîtresse de l'arrière-arrière-grand-père de Charles, Édouard VII. Mais Camilla ne correspond pas aux critères d'une future reine. La famille royale fait donc pression pour qu'elle rompe avec Charles et épouse Parker Bowles. À présent dans la trentaine, le prince est orienté vers Lady Diana Spencer, de 13 ans sa cadette. Belle, réservée et issue du bon milieu, fille du comte Spencer, appartenant à une lignée noble remontant au XVe siècle, Diana est impressionnée par le statut royal de son prétendant. Mais entre eux, la flamme romantique ne prendra jamais vraiment. Ils se marient le 29 juillet 1981, à la cathédrale Saint-Paul. 750 millions de téléspectateurs dans le monde regardent Diana descendre l'allée dans une robe Emmanuel typique des années 80, coiffée du diadème ancestral des Spencer. Mais ce mariage de convenance est loin d'un conte de fées. Les deux n'ont rien en commun. Charles passe une bonne partie de leur lune de miel sur le yacht Royal Britannia, plongé dans ses lectures. Ils auront 2 enfants, William, né en 1982, et Harry, en 1984. Charles finit par reprendre contact avec Camilla, celle qu'il avait toujours aimée. Isolée, soumise à la pression médiatique et au regard froid de la famille royale, Diana cherche du réconfort ailleurs et entame elle aussi des liaisons. Charismatique, rayonnante, profondément humaine, Diana devient la préférée du peuple, bien plus que ne le sera jamais Charles. Alors, lorsque l'affaire entre Charles et Camilla éclate au grand jour, toute la colère publique s'abat sur lui et sur Camilla. L'image du prince en sort sérieusement ternie, et il ne s'en remettra jamais complètement. En 1992, après 11 ans de mariage, Charles et Diana annoncent leur divorce. Diana continue de vivre sous les projecteurs, partageant la garde de ses fils et se consacrant à l'humanitaire. Mais en 1997, alors qu'elle fuit les paparazzis à Paris avec son compagnon Dodi Al-Fayed, leur voiture s'écrase. Tous deux sont tués. Le choc est mondial. L'émotion est immense. Charles réagit immédiatement, exprimant son chagrin face à la perte de la mère de ses enfants. La reine, en revanche, met plus d'1 semaine à s'exprimer publiquement, et son silence est perçu comme glacial, voire insensible. Désormais père célibataire, Charles fait de son mieux pour élever William et Harry comme leur mère l'aurait souhaité, en leur offrant plus de liberté et de normalité que ce qu'il avait connu lui-même. En 2005, Charles épouse Camilla, son amour de toujours, lors d'une cérémonie civile. Comme ce mariage, à un âge mûr, ne peut donner lieu à des héritiers, l'accord officiel de la reine n'était pas nécessaire. William et Harry soutiennent leur père dans ce nouveau chapitre de sa vie. Malgré près de cette décennie d'attente, un record absolu pour un héritier britannique, Charles ne chôme pas. Il est le parrain de plus de 400 œuvres caritatives et s'implique particulièrement sur les questions d'environnement et de changement climatique. Il assume de plus en plus de fonctions royales à mesure que la reine prend de l'âge. S'il survit à Élisabeth II, il deviendra le roi Charles III. À moins qu'il ne veuille éviter le souvenir peu glorieux des 2 précédents Charles, auquel cas certaines rumeurs laissent entendre qu'il pourrait choisir de devenir le roi George VII en hommage à son grand-père. Quoi qu'il en soit, il deviendra le roi le plus âgé de l'histoire du Royaume-Uni à monter sur le trône. Elle ressemblait beaucoup à son père et entretenait une relation forte avec lui. On disait qu'Anne était le fils que Philippe avait toujours voulu. Philippe se montrait souvent sarcastique envers ses enfants, et tandis que Charles s'effondrait sous les critiques cinglantes de son père, Anne, elle, répondait et développa un sens aigu de la répartie et du sarcasme.
À 9 ans, un groupe spécial de brownies, équivalent des éclaireuses, fut créé au palais de Buckingham pour qu'elle puisse socialiser avec d'autres filles. Elle était extravertie et se débrouillait bien en internat, où l'on disait qu'elle était la seule fille à qui il restait de l'argent de poche à la fin du trimestre. Anne, pas particulièrement académique, ne s'intéressait pas à l'université et entra directement dans la vie active en tant que membre de la famille royale. Elle accompagna ses parents en Australie et son frère en Amérique du Nord, mais la presse ne fut pas impressionnée par Anne, qu'elle trouvait raide et maussade loin de la princesse charmante qu'elle attendait. Anne était beaucoup plus à l'aise à cheval. À 21 ans, elle remporta le titre individuel au championnat d'Europe de concours complet et fut élue personnalité sportive de l'année par la BBC. Elle fréquenta quelques célibataires éligibles et bénéficia de plus de liberté que son frère aîné dans le choix de ses fréquentations. En 1973, elle fut la première des enfants de la reine à se marier, épousant le cavalier Mark Phillips. Le couple se maria à l'abbaye de Westminster. Anne portait une robe d'inspiration Tudor et la tiare Queen Mary Fringe, créée pour son arrière-grand-mère en 1919. Mark, issu d'une famille de la haute société mais non aristocratique, se vit offrir un titre de comte, ce qui aurait donné des titres de courtoisie à leurs enfants, mais le couple refusa, ne voulant pas que leurs enfants vivent sous la pression d'être prince ou princesse. Un soir, alors que les jeunes mariés rentraient d'un événement caritatif au palais de Buckingham, un homme armé bloqua leur voiture et ouvrit le feu, blessant leur garde du corps, le chauffeur et un journaliste. Il hurla qu'il allait kidnapper Anne et demander une rançon de 3 millions de livres. Il tenta de la faire sortir de la voiture, mais elle lui répondit « Pas question, mon vieux », et verrouilla les portières. La police arriva, le preneur d'otages tenta de fuir, mais fut capturé. Tous les blessés s'en remirent, et la princesse au sang-froid gagna en popularité. En 1976, Anne participa aux Jeux Olympiques de Montréal. Elle et Mark eurent 2 enfants, Peter, né en 1977, et Zara, en 1981. La princesse est travailleuse acharnée et prend très au sérieux son rôle royal. Dévouée à faire le bien, elle a effectué de nombreux voyages en Afrique pour soutenir son association favorite, Save the Children. Mais elle n'a jamais cherché à plaire à la presse ni à s'attirer leur affection. Dans les années 1980, alors que ses frères se mariaient, ses belles-sœurs Diana et Fergie la supplantèrent rapidement en popularité. Imperturbable, Anne poursuivit son travail tenace. Elle fut souvent envoyée à l'étranger pour favoriser la diplomatie. En 1990, elle devint la première membre de la famille royale britannique à visiter la Russie depuis la chute des Romanov en 1917. Pendant qu'elle œuvrait pour le Royaume-Uni, son mariage, lui, s'effondrait. Lors d'une visite en Nouvelle-Zélande, Mark eut une aventure d'un soir, qui donna naissance à une fille, Felicity Wade. Mark nia être le père et refusa de payer une pension jusqu'à ce que la mère de Felicity la signe en justice. Ni lui, ni ses enfants royaux n'ont jamais rencontré Felicity. En 1989, des lettres d'amour privées adressées à Anne par Timothy Lawrence, écuyer de la reine, furent publiées dans la presse. Le mariage d'Anne vola en éclats, et elle divorça de Mark en 1992. Mark s'installa dans une ferme du domaine d'Anne, Gatcombe Park, pour rester proche de Peter et Zara. Il se remaria et eut une deuxième fille, Stéphanie, avec qui les enfants royaux entretiennent une relation proche. Quelques mois après son divorce, Anne épousa discrètement Timothy Lawrence à Cratykirk, près du château de Balmoral. À l'époque, l'Église d'Angleterre ne permettait pas aux divorcés de se remarier, mais l'Église d'Écosse, si. Anne est toujours extrêmement active dans son rôle royal. Elle est marraine de plus de 200 associations caritatives et effectue entre 350 et 500 apparitions publiques par an, plus que tout autre membre de la famille royale, y compris sa propre mère. Andrew est né le 19 février 1960, 10 ans après sa sœur Anne. Mais parce qu'il était un garçon, il devança Anne dans l'ordre de succession. La règle de primogéniture masculine, qui plaçait les fils devant les filles, ne fut modifiée qu'en 2013. Il fut nommé ainsi en hommage à son arrière-grand-père paternel, le prince Andrew de Grèce et de Danemark. C'était un enfant turbulent, qui adorait faire des blagues. Il mit de la poudre à gratter dans le lit de sa mère et grimpa sur le toit pour orienter l'antenne télé afin qu'elle ne puisse plus regarder les courses de chevaux. Mais Elisabeth a toujours eu un faible pour son troisième enfant,
et il s'en sortait souvent sans conséquence malgré son comportement espiègle. Il fréquenta Gordonstoun, l'école que son frère avait détestée, mais Andrew y vécut une expérience plus facile. Ensuite, il intégra le collège naval de Dartmouth et devint pilote d'hélicoptère. Dans la vingtaine, Andrew était un vrai cœur de la nation britannique. La presse le surnomma Randy Andy, Andy le chaud lapin, et il fut même chanté dans une ballade pop sirupeuse par Colin Nolan. Il sortit avec l'actrice et photographe américaine Co Stark, mais la pression médiatique fut trop forte et le couple se sépara. Après 2 ans, en 1982, l'Argentine envahit les îles Falkland britanniques, et Andrew partit en guerre à bord de son navire, le HMS Invincible. Le gouvernement britannique était nerveux à l'idée que le prince puisse être tué au combat, et le gouvernement argentin avait même des plans pour l'assassiner. Le cabinet voulait rapatrier Andrew pour lui assigner un poste administratif, mais le prince et la reine insistèrent pour qu'il reste sur son navire et serve la nation. À 25 ans, Andrew entama une relation amoureuse avec son amie d'enfance Sarah Ferguson, qu'il avait retrouvée lors des courses royales d'Ascot. Le couple se maria en 1986 à l'abbaye de Westminster. Sarah portait une couronne de fleurs sur une nouvelle tiare en diamant offerte par la reine. Sarah ne possédait pas de tiare familiale ancienne comme Diana, bien qu'elle soit descendante de 3 enfants illégitimes du roi Charles II, elle n'est cependant pas née noble. À leur mariage, le couple reçut les titres de duc et duchesse d'York, titres traditionnellement accordés au 2e fils du monarque. Sarah, surnommée Fergie, était simple et rafraîchissante, contrastant avec sa nouvelle famille rigide et formelle. Elle devint rapidement un aimant pour les médias, qui scrutèrent ses moindres faits et gestes, en particulier son apparence et sa prise de poids. Le couple accueillit 2 filles, Béatrice en 1988 et Eugénie en 1990. Mais Fergie eut du mal à supporter la surveillance constante de la presse et les absences fréquentes d'Andrew, qui poursuivait sa carrière dans la marine. Le couple s'éloigna et annonça sa séparation en 1992. En fait, Charles, Anne et Andrew virent tout leur mariage s'effondrer cette année-là, que la reine qualifia de annus horribili. On espérait un possible rapprochement entre Andrew et Fergie, mais quelques mois plus tard, Fergie fut photographiée en train de bronzer seins nus pendant que son conseiller financier lui suçait les orteils, ce qui mit définitivement fin à toute chance de réconciliation, et porta le coup fatal à tous les couples royaux déjà fragiles. Andrew et Fergie firent de gros efforts pour rester en bons termes. Ils partageaient la garde de leurs filles et vivaient à proximité l'un de l'autre afin de les élever du mieux possible. Eugénie a décrit ses parents comme « le meilleur couple divorcé » qu'elle connaisse. En 2010, à 50 ans, Andrew fut promu contre-amiral. L'année suivante, il prit sa retraite militaire et se consacra davantage à ses fonctions royales. Il travailla comme représentant spécial pour le commerce et l'investissement du Royaume-Uni, mais son aptitude à ce poste fut remise en question par le gouvernement britannique à cause de son amitié avec le fils de Mouammar Kadhafi et des trafiquants d'armes libyens. Les affaires d'Andrew ont suscité de nombreuses controverses. Il a été accusé d'être un intermédiaire volontaire ou naïf dans plusieurs accords douteux entre des personnages louches en Grande-Bretagne et au Moyen-Orient. Mais le plus grand scandale de la vie d'Andrew reste son amitié avec le trafiquant sexuel Jeffrey Epstein. Le duc a nié avoir eu connaissance d'activités illégales, mais l'une des victimes d'Epstein a affirmé avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec le duc à de nombreuses reprises alors qu'elle était mineure. En novembre 2019, Andrew accorda une interview télévisée durant laquelle il nia toutes les allégations, mais ses explications douteuses ne firent qu'aggraver son image et le rendirent encore plus suspect aux yeux du public. Il a également refusé de coopérer avec l'enquête criminelle sur Epstein, qui s'est suicidé en prison au milieu de protestations et d'une indignation publique. Le palais de Buckingham a annoncé qu'Andrew suspendrait ses engagements royaux et se retirerait de ses 230 patronages. Andrew reste une personne d'intérêt dans l'affaire Epstein, et la famille royale a fait des efforts pour prendre ses distances avec lui. Le prince Édouard, comte de Wessex, le plus jeune enfant de la reine, est né le 10 mars 1964. Il a fréquenté l'école Gordonstoun, comme son père et ses frères aînés, et sa personnalité extravertie lui a permis de bien s'y intégrer. Édouard a obtenu un C et 2D à ses examens de fin d'études secondaires à Alvel, mais il a néanmoins été accepté au prestigieux Jésus College de Cambridge, qui exige normalement des notes maximales de la part des étudiants non royaux.
Il a ensuite suivi la tradition familiale et a rejoint l'armée, mais a trouvé l'entraînement des commandos marines éprouvant, abandonnant au bout de 10 semaines d'un programme de 35 semaines. Son père, alors capitaine général des Royal Marines, fut profondément déçu et l'a réprimandé avec une sévérité telle qu'Edward en a pleuré. Mais Edward s'intéressait davantage à une carrière dans le monde du divertissement. Il a été embauché par le dramaturge Andrew Lloyd Webber et a travaillé comme assistant de production sur des comédies musicales du West End, notamment Le Fantôme de l'Opéra, Starlight Express et Cats. En coulisses, il a rencontré l'actrice Ruthie Anchal, avec qui il est sorti pendant 3 ans. Edward voulait aider l'entreprise familiale. Alors en 1987, il a produit une émission spéciale de la version télévisée du célèbre jeu britannique It's a Knockout. Dans It's a Royal Knockout, Edward, la princesse Anne, le prince Andrew et la princesse Fergie dirigeaient des équipes de célébrités pour récolter des fonds pour des œuvres de charité. Les médias ont impitoyablement ridiculisé l'émission, la jugeant absurde et indigne de la couronne. En 1996, Edward a lancé Ardent Productions, qui produisait des documentaires et des fictions. Les films qu'il a produits furent mal reçus au Royaume-Uni, perçus comme dépassés et déconnectés, glorifiant une société aristocratique désuète. Ils eurent plus de succès aux États-Unis, où l'aristocratie britannique est plus idéalisée. Seul un documentaire sur son grand-oncle décédé, l'ancien roi Édouard VIII, s'est bien vendu. En 1993, le prince âgé de 29 ans rencontra Sophie Rhys-Jones lors d'un gala caritatif. Le couple est resté ensemble pendant 5 ans. Sophie dirigeait une agence de relations publiques et savait gérer l'attention des médias avec grâce et compétence. Lorsqu'Edward demanda sa main, Sophie était déjà bien préparée à la vie sous les projecteurs. Ils se sont mariés le 19 juin 1999 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, lors d'une cérémonie relativement intime et élégante. La reine fit d'eux le comte et la comtesse de Wessex. Traditionnellement, les fils du monarque sont faits ducs, mais Edward et Sophie ont préféré un titre de rang inférieur afin que leurs enfants puissent vivre sous une pression réduite. Edward et Sophie ont eu 2 enfants, Lady Louise Windsor, née en 2003, et James, vicomte Severn, né en 2007. En 2009, Edward a fermé sa société de production après 12 années de pertes financières. Il a depuis rejoint l'entreprise familiale et est devenu un membre actif de la famille royale, reprenant plusieurs patronages et engagements publics de son père, le prince Philippe, qui prenait sa retraite dans ses 80 et 90 ans. Edward et Sophie ont également fondé le Wessex Youth Trust, qui soutient des œuvres caritatives en faveur des jeunes. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons les 8 petits-enfants de la reine Elisabeth II, de la vie glamour du futur roi à celle des membres mineurs de la famille royale, qui, bien qu'ayant grandi dans des palais, doivent tracer leur propre chemin dans le monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, de vous abonner, de partager vos impressions en commentaire, et de consulter mes autres vidéos sur l'histoire de la royauté. Merci d'avoir regardé.